Bonsoir à toutes et à tous, les titres de cette édition. Dans le cadre de la présidentielle de 2026 au Bénin, Génération Romuald Wadayi V6 a annoncé son soutien au duo de la mouvance présidentielle Wadayi Talata. La cérémonie officielle s'est tenue samedi à Cotonou. Une conférence internationale sur la nutrition a lieu à Cotonou depuis samedi 27 septembre 2025. Ouvrant les travaux, le président de la République, Patrice Talon, a émis ses attentes liées à la rencontre dans cette édition. Il y a 10 ans, après un processus de négociation innovant et inclusif de 3 ans, tous les États membres des Nations Unies ont adopté un programme ambitieux pour le développement durable, l'Agenda 2030 et ses 17 objectifs de développement durable. Quel bilan et quelle perspective pour 2030? La coordonnatrice résidente du système des Nations Unies, Aminatou Sarr, se prononce sur ces interrogations. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou Badjoumende, Cotonou Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Bonsoir à nouveau. La génération Romuald Wadayi 2026, dénommée Géro V6, a effectué sa première sortie officielle samedi 27 septembre à Cotonou. La rencontre marquée par la déclaration officielle de soutien de Géro V6 au duo de la mouvance présidentielle Romuald Wadayi et Mariam Chabi Talata pour l'élection d'avril 2026. Au micro de nos reporters, suivons ensemble la déclaration de Gérard Anani, président du bureau exécutif du dit mouvement. Aujourd'hui, nous écrivons une page de l'histoire. Nous marquons la première sortie officielle de la génération Romuald Wadayi 2026. Une génération fière, une génération debout, une génération prête à porter sa contribution, son énergie, sa disponibilité à la construction de notre vivre ensemble, aux côtés du prochain président et son gouvernement. Oui, nous n'en doutons pas, même si tout reste dans ce sens. Avant toute chose, qu'il me soit permis de rendre hommage appuyé à son Excellence, M. Patrice Talon, président de la République. Sous son leadership courageux et visionnaire, notre pays a repris confiance en lui-même. Avec rigueur et sens du devoir, il a prouvé au monde que le Bénin est capable du meilleur et que notre peuple est digne des grandes nations. Nous saluons également les forces politiques de la mouvance présidentielle qui, avec sagesse et clairvoyance, ont choisi de confier l'avenir de notre pays à un duo qui inspire confiance, compétence et incarne l'avenir. Romuald Wadayi,
Madame Mariam Tchabi Talata. Ce choix n'est pas un hasard, loin de là. Ce choix a été motivé par le souci de renforcer les acquis sociaux et démocratiques du Bénin, de poursuivre la consolidation de notre esprit d'État-nation, mais surtout d'accélérer le développement de notre pays. Car depuis 2016, nous avons vu de nos propres yeux la transformation du Bénin. Des routes modernes et des ponts solides qui relient nos villes et nos villages. Des écoles mieux équipées, des programmes qui valorisent la formation technique et professionnelle. Des zones industrielles comme la GDZ qui donnent à la jeunesse des opportunités concrètes d'emploi et d'entrepreneuriat. Une économie maîtrisée, respectée dans le monde, qui fait du Bénin une terre d'investissement et d'avenir. Une gouvernance rigoureuse qui redonne fierté et crédibilité à notre pays. Et dans cette œuvre, un nom s'impose, Romial Wadaï. Homme de résultats, d'intégrité, il a porté nos finances nationales et notre économie à des niveaux salués par des grandes agences de notation. Avec lui, les chiffres prennent vie et deviennent des écoles, des hôpitaux, des stades, des routes, des emplois, j'en passe. Avec lui, le rêve de prospérité prend forme. À ses côtés, une femme exceptionnelle, Mariam Tchabi Talata. Elle incarne la sagesse, le courage et l'engagement. Défenseuse des valeurs républicaines, protectrice de l'égalité et du vivre ensemble. Ensemble, ils ne forment pas seulement un ticket électoral, mais une vision. Ils forment une promesse, ils forment un avenir. Chers compatriotes, nous, membres de la génération Romial Wadaï 2026, sommes prêts. Oui. Prêts à occuper chaque commune, chaque arrondissement, chaque quartier pour porter ce message d'espérance. Prêts à rallumer la flamme du patriotisme dans le cœur de chaque jeune, chaque femme, chaque artisan, chaque étudiant, chaque cultivateur et chaque entrepreneur. Prêts à faire vibrer le Bénin tout entier au rythme d'une seule condition, le meilleur est devant nous. Notre génération ne peut pas rester spectatrice. Elle veut agir, bâtir, décider et transformer. Nous croyons au mérite, au travail bien fait. Nous croyons à la continuité des réformes et à la stabilité des institutions. Oui, génération Romial Wadaï 2026, c'est une jeunesse qui croit en elle. C'est une jeunesse qui ose, qui s'engage, qui se lève et qui dit le Bénin doit continuer à grandir. Vive le président Patrice Talon, vive la mouvance présidentielle, vive le duo Wadaï Talata, vive le Bénin uni, ambitieux et prospère. Génération Romial Wadaï 2026, grandit ensemble pour construire notre avenir. Vous venez de suivre la déclaration officielle de soutien au duo Wadaï Talata. Je vous invite à présent à suivre les appréciations de quelques personnalités présentes hier à ce lancement, toujours au micro de nos reporters. Depuis 2016, un mouvement est né au Bénin. Depuis 2016, une dynamique est en cours au Bénin. Et il faut absolument que cette dynamique continue. C'est dans cette vision que nous adhérons, nous sympathisants, soutiens du mouvement Génération Romial Wadaï 2026. C'est dans cette vision que nous soutenons entièrement le mouvement et nous demandons
au peuple béninois, à toutes les personnes, les femmes, les jeunes, les hommes, les artisans, à toute la population du Bénin, d'adhérer à ce mouvement, il y a d'autres mouvements, mais au mouvement Génération Romia Douadaï 2026, pour que la dynamique puisse résolument continuer pour le bonheur du peuple béninois. Le Bénin doit continuer de décoller. Le Bénin doit continuer de se développer. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas choisir quelqu'un qui est bon sur tous les plans. Mais il faut choisir parmi les bons la meilleure des personnes, le meilleur des duos. Parce que c'est ce que mérite le Bénin. Le Bénin mérite ce qu'il y a de mieux parce que nous rêvons grand. Parce que la jeunesse ici, debout, fière, courageuse, combattante, cette jeunesse-là, elle mérite le meilleur. Et pour ce meilleur, nous disons tous, nous croyons tous, et nous sommes convaincus que ce duo-là, porté par le ministre d'État, Romia Douadaï, et la vice-présidente, Mariam Tchani-Talata, c'est de ce duo-là dont nous avons besoin pour continuer l'œuvre de son Excellence, le président Patrice Talon. Chacun de nous ici doit se positionner comme un ambassadeur et démultiplier la bonne nouvelle dans son milieu géographique, dans sa zone de vie, et faire en sorte que d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, que lorsque nous descendons dans les tréfonds de Bénin, lorsque nous allons à Sekbana, lorsque nous allons à Kolkoto, à Kouandé, à Saver, à Abomey, à Djomou, à Lokosa, dès qu'on dit Go, qui est un homme, qui est une femme qui s'identifie immédiatement par rapport à nous. C'est comme ça que nous allons gagner et c'est comme ça que le rêve que nous caressons tous, qui est de voir au soir du 12 avril 2026, notre leader, le ministre d'État Romia Douadaï, président de la République du Bénin, sera concrétisé. Le président Patrice Talon a honoré de sa présence samedi 27 septembre au Dôme du Sofitel Cotonou Marina la cérémonie d'ouverture de la conférence internationale sur la nutrition. Cette édition qui se tient au Bénin pour la première fois est placée sous le thème suivant: Investir dans la nutrition, un choix stratégique pour la santé et le développement durable des générations. Et voici le compte rendu de la cérémonie d'ouverture. Investir dans la nutrition pour bâtir un avenir durable. C'est le pari pris par le Bénin avec cette conférence internationale sur la nutrition. 2 jours de réflexion et de mobilisation autour d'un enjeu majeur, placer la nutrition au cœur du développement. La nutrition constitue un choix décisif au cœur du développement humain et aujourd'hui de toutes les nations. Investir dans la nutrition, c'est investir dans la vie, dans la dignité et dans la justice sociale. C'est aussi investir dans la croissance économique, dans le développement, dans l'avenir de notre jeunesse et dans la résilience de nos sociétés. Les bénéfices sont bien sûr immenses. Le Bénin montre ainsi la voie avec la nutrition mise au cœur de ses priorités. La nutrition vue comme l'un des piliers essentiels du développement de la petite enfance. Au cours des dernières décennies, le Bénin a réalisé des progrès en matière d'allaitement maternel exclusif. C'est pourquoi nous devons affronter ce défi avec détermination et veiller à ce que chaque enfant puisse grandir, apprendre et s'épanouir. C'est une journée historique pour notre continent, l'Afrique. Le Bénin a choisi de montrer la voie dans la lutte contre la malnutrition. UNICEF commends the government's leadership in establishing strong policies. Cette conférence s'appuie sur les acquis d'un programme phare
les cantines scolaires qui touchent aujourd'hui plus d'1 million d'enfants et qui sont reconnus parmi les plus efficaces en Afrique. Mais le Bénin a choisi d'aller plus loin, plus tôt dans la vie, en s'attaquant à la malnutrition dès la grossesse et la petite enfance. C'est une vision claire et courageuse, car tout se joue en effet dans les premières années. Le Bénin, il est vrai, a déjà fait le choix de politiques publiques claires. Et je n'en veux pour preuve que quelques exemples que je vais citer. D'abord, en investissant dans les premiers 1000 jours de l'enfant, en créant et en multipliant les cantines scolaires, pratiquement sur toute l'échelle du territoire, et en ayant augmenté de manière significative le budget consacré aux actions de nutrition. Ce sont là des avancées remarquables que je voudrais relever pour saluer le courage des décideurs publics à s'engager dans un agenda stratégique de long terme. Au Bénin, sous l'impulsion du président de la République, le président Patrice Talon, la nutrition occupe désormais une place transversale dans nos politiques, traduisant les progrès dans l'agriculture, nos engagements dans la santé et l'éducation, et bien sûr dans la protection sociale. Cette approche intégrée incarne notre conviction profonde. Aucun développement durable n'est possible sans une population bien nourrie et en bonne santé. L'humain paraît... La nutrition, un instrument stratégique, mais pas une dépense. Le Bénin l'a compris. Cotonou devient ici la capitale africaine de la nutrition, un espace de dialogue, d'engagement et d'action concrète. Ouvrant les travaux, le chef de l'État, Patrice Talon, a rappelé l'importance de la nutrition dans la vie des enfants et les mesures prises par son gouvernement et pour leur garantir une bonne nutrition. Pour plus de détails, suivons le discours du président Patrice Talon. Dans le système solaire qui est le nôtre, l'humain paraît incontestablement l'être vivant le plus évolué au plan cognitif, c'est-à-dire que nous, les humains, nous sommes parmi tous les êtres vivants de la Terre, voire de tout le système solaire, ceux qui disposent des plus grandes capacités de perception, de compréhension, d'acquisition de connaissances, de raisonnement, d'adaptation et d'interaction avec les autres éléments de notre environnement. C'est fort de cela qu'à notre échelle terrestre, les humains dominent les autres êtres vivants et parviennent à améliorer constamment leurs conditions de vie et de bien-être. Pour le dire autrement ou plus simplement, je dirais, c'est notre intelligence qui nous différencie et nous permet de nous développer. Mais malheureusement, cette chose-là, qui est notre intelligence, notre capacité de comprendre, de percevoir, d'analyser, d'interagir avec ce qui nous entoure, cette chose-là, malheureusement, nous distingue aussi les uns les autres par rapport à nos voisins. Il ne nous distingue pas seulement par rapport aux autres êtres vivants. Il fait la différence entre chacun de nous. Il est donc indéniable que notre développement individuel et communautaire, permettant l'amélioration de notre environnement, de nos conditions de vie et de notre bien-être, dépend exclusivement de ces capacités que je viens de citer. Ces capacités qui relèvent de notre cerveau et qu'on appelle capacités cognitives constituent pour chacun de nous, hommes et femmes, l'élément le plus important et le plus précieux de
de notre nature humaine. Notre développement n'est pas fonction de ce que notre environnement nous offre. Il n'est pas fonction des richesses du sous-sol. Il n'est pas fonction de ce que la nature nous offre de manière générale. Notre développement est fonction de ce que nous sommes capables de faire avec ce que la nature nous offre. La véritable richesse de chacun, ou la source véritable de richesse de chacun, est bien son potentiel cognitif. Il fait de chaque homme, chaque humain, la véritable richesse ou la source véritable de richesse de sa communauté. Comme disait Jean Baudin, il n'est de richesse que d'hommes. Mesdames et messieurs, si la richesse principale, voire exclusive, d'une nation est sa ressource humaine, que la qualité de cette ressource réside principalement dans son potentiel cognitif et que ce potentiel dépend des conditions de constitution et d'évolution de chaque individu, pourquoi ne devons-nous pas chercher par tous les moyens ce qui permet ou ne permet pas la constitution effective et conséquente de ce potentiel? Cette question, qui constitue l'objet de notre conférence, paraît désormais sans intérêt, puisque la science nous a révélé avec certitude que le plein potentiel cognitif se constitue au cours des 1000 premiers jours de la vie, soit du 3e mois de gestation jusqu'à l'âge de 2 ans, et que la qualité de la nutrition durant cette période en est un facteur déterminant. Mesdames et messieurs, c'est parce que le gouvernement du Bénin est conscient de cette réalité qu'il s'est engagé à la suite de son programme d'alimentation scolaire dans un ambitieux plan de supplémentation nutritionnelle qui vise à offrir à tous les enfants de milieux défavorisés, dès leur conception jusqu'à l'âge de 2 ans, un accompagnement nutritionnel conséquent pour leur garantir un développement optimal du cerveau, du corps et des défenses immunitaires. Car en effet, chaque enfant malnutri, c'est une intelligence fragilisée et limitée. C'est une force perdue. C'est un avenir compromis. A contrario, chaque enfant bien nourri est une promesse de réussite, un moteur de croissance, une pierre solide pour bâtir la société et rompre la chaîne intergénérationnelle de malnutrition. Cette chaîne qui veut qu'une mère malnutrie donne naissance à un enfant fragile à potentiel limité et qui, à son tour, s'il est malnutri lui aussi, aggrave les faiblesses de sa progéniture et la rend très peu apte à profiter efficacement des infrastructures, de l'éducation, de la formation, des offres d'emploi et autres que sa communauté lui offre. Une progéniture qui entretiendra la chaîne de la pauvreté transgénérationnelle qui, in fine, apparaîtra comme une fatalité. Malheureusement, mesdames et messieurs, l'Afrique, notre continent, se trouve être majoritairement concerné, voire la plus majoritairement concernée par cette problématique de malnutrition. C'est pourquoi il nous faut décider de nous engager et d'investir massivement dans la nutrition afin qu'elle devienne pour nous
un puissant levier de santé publique, de réussite scolaire et professionnelle, de productivité économique et au total, de prospérité nationale et continentale. Ce faisant, nous pourrons nous passer sans regret des richesses du sous-sol, de l'aide au développement, nous pourrons rattraper notre retard sur les pays développés. Nous pourrons nous aussi contribuer efficacement au développement global de l'humanité. Mais pour ce faire, ma conviction est qu'il nous faudra une mobilisation générale sans ambages. Celle des États qui doivent inscrire la nutrition au cœur de leur politique publique, celle des partenaires techniques et financiers dont le soutien sera décisif, celle des familles, enfin, qui sont les premières gardiennes de la santé et de l'avenir des enfants. Vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, bien nourrir nos enfants n'est pas une option, c'est un impératif. Je veux donc espérer, mesdames et messieurs, que cette conférence soit non seulement un cadre d'échange, mais aussi et surtout l'occasion de renforcer les connaissances et convictions pour susciter et booster les motivations au profit de la nutrition, et notamment sur notre continent africain. Elle devra, cette conférence, marquer un tournant décisif en matière de nutrition sur le continent africain. J'ai aussi foi que la table ronde qui suivra la présente conférence donnera lieu à des engagements fermes en faveur de cette cause si noble aux côtés du gouvernement du Bénin pour nous donner collectivement raison dans quelques décennies, peut-être même dans quelques années. Mesdames et messieurs, l'écho de la conférence de ce jour permettra aux initiés, permettra à la masse, permettra à tout le monde de comprendre les dégâts de la malnutrition. Je voudrais inviter les autorités béninoises, y compris moi-même, à en faire plus tard un large écho. J'invite donc les experts et les scientifiques à nous donner les éléments d'explication de compréhension dans les mots les plus simples. Et sur ce, je voudrais vous souhaiter succès pour les travaux de cette conférence et pour les résolutions qui seront prises, notamment les éléments de langage qui nous permettront de faire le job. Merci. Suivez à présent Alain Hinkati, directeur général de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition ANAN, qui donne lecture de la déclaration de Cotonou dans le cadre de la dite conférence. En capitalisant sur les conditions de cette rencontre, nous participons à la conférence internationale sur la nutrition tenue à Cotonou le 27 septembre 2025, réunissant experts, décideurs publics, partenaires techniques et financiers, représentants de la société civile, organisations non gouvernementales, secteur privé, leaders communautaires, institutions académiques. Nous déclarons solennellement ce qui suit. Premier point de déclaration. La nutrition est un impératif de justice sociale, de santé publique et de prospérité économique. Nous affirmons que chaque enfant, chaque femme et chaque homme a le droit à une alimentation adéquate, diversifiée, sûre et accessible tout au long du cycle de sa vie. Deuxième point de déclaration. L'investissement dans la nutrition est un investissement dans l'avenir. Nous appelons les gouvernants africains, les collectivités locales, le secteur privé, la société civile et les partenaires techniques et financiers à faire de la nutrition une priorité nationale et régionale à travers des politiques intégrées et des financements pérennes.
Troisième point de déclaration. L'action doit être multisectorielle et coordonnée. Nous nous exerçons à renforcer la convergence des efforts entre les secteurs de l'agriculture, de la santé, de l'éducation, de la protection sociale, de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène pour offrir un paquet complet d'interventions à haut impact, incluant notamment l'allaitement maternel exclusif, la production et la consommation locale d'aliments diversifiés et fortifiés, la supplémentation nutritionnelle ciblée, l'élargissement à l'échelle nationale des programmes d'alimentation scolaire. Quatrième point de déclaration, la mobilisation de toutes les parties prenantes est indispensable. Nous encourageons le renforcement du leadership des autorités locales, préfets, maires, chefs traditionnels et communautaires, pour garantir un engagement de proximité. La participation active de la jeunesse en tant que moteur d'innovation et d'engagement citoyen. L'investissement accru du secteur privé, notamment dans la production et la transformation locale, la recherche et l'innovation nutritionnelle. Cinquième point de déclaration. Les 1000 premiers jours de vie sont une fenêtre d'opportunité pour la nutrition. Nous appelons à un engagement immédiat et durable en faveur de la nutrition maternelle et infantile afin de protéger le développement de plusieurs générations. Notre engagement commun, en adoptant la déclaration de Cotonou sur la promotion de la nutrition en Afrique, nous nous engageons collectivement à soutenir les pays dans la mise en œuvre des interventions de supplémentation nutritionnelle des 1000 premiers jours des enfants en garantissant des ressources financières durables et une mise en œuvre efficace. Contribuer activement à l'agenda 2063 de l'Union africaine visant à éradiquer la faim et toutes les formes de malnutrition d'ici 2063 en réduisant notamment le retard de croissance des enfants de moins de 5 ans à 10 ans et l'insuffisance pondérale à 5%. Promouvoir des communautés résilientes capables d'assurer à chaque enfant un accès durable à une alimentation saine, à l'eau potable, à l'assainissement et aux soins essentiels. Appel final. À Cotonou, nous appelons l'ensemble des pays africains et de leurs partenaires à transformer les engagements en actions concrètes et mesurables pour faire de la nutrition le socle du bien-être, de l'équité et de la prospérité des générations présentes et futures. Ensemble, engageons-nous dès aujourd'hui pour une Afrique sans faim ni malnutrition. Je vous remercie. La 16e conférence des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle de l'UEMOA s'est ouverte vendredi 26 septembre 2025 à Cotonou sous la présidence du ministre d'État Abdoulaye Bion-Tchane. La cérémonie de lancement a rassemblé des délégations ministérielles, des experts ainsi que des partenaires techniques et financiers au dôme de Sofitel Marina Hôtel. Plus de détails à travers cet élément. 8 nations, 8 voix et une ambition commune. Trouver des solutions durables pour l'emploi des jeunes et la formation professionnelle au sein de l'UEMOA. Réunis ici à Cotonou pour leur 16e conférence, les ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle des pays de l'espace se penchent sur la question avec comme principale thématique les enjeux de l'intelligence artificielle. Le thème retenu pour cette édition, je cite, « Transformation numérique et employabilité des jeunes dans l'espace UEMOA. Quel levier pour des compétences d'avenir et la stabilité des jeunes à l'ère de l'intelligence artificielle ?» Ce thème donc traduit parfaitement l'urgence d'adapter nos politiques aux réalités nouvelles et d'investir massivement dans la formation aux compétences numériques. À cette rencontre, l'objectif est clair. Bâtir des systèmes de formation professionnelle capables de répondre aux exigences du monde numérique avec en point de mire la réduction du chômage des jeunes. Nos économies ont un besoin réel et breveté de techniciens supérieurs et d'ingénieurs.
notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle et des technologies émergentes. Cette valorisation des compétences des jeunes doit passer aussi bien par des actions de rénovation de dispositifs de formation initiale que par la reconnaissance de l'apprentissage traditionnel et le secteur informel. Aujourd'hui, plus de 60% de la population de l'UEMOA a moins de 25 ans. Et dans ce lot, 70% ne disposent pas encore d'un emploi décent. L'histoire avance vite et très vite. Notre jeunesse, elle ne peut plus attendre, elle ne veut pas attendre. Faisons donc de Cotonou le point de départ d'une nouvelle étape, celle des résultats concrets, mesurables et durables. Traçons ensemble une feuille de route claire, assortie d'engagements clairs et budgétisés. Cette 16e conférence marque aussi les 15 ans du cadre de concertation, une étape symbolique propice au bilan des actions menées depuis sa création. Le Palais des Congrès de Cotonou a abrité la 5e conférence de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin au Salbe le 23 septembre dernier. Intellectuels et universitaires ont confronté leurs analyses autour d'une question qui divise profondément la sous-région. La démocratie ou la dictature. Pour plus de précision, je vous invite à suivre respectivement le président du comité d'organisation, Victor Tokpanou, et Mansourou Moudachirou, vice-président de l'ONSALB. Le contexte actuel au Bénin, je pense notamment à l'approche des élections générales de 2026, se prête au débat récurrent en Afrique francophone sur la question de savoir si oui ou non c'est la démocratie qu'il nous faut en Afrique ou si c'est la dictature, fut-elle éclairée, parce qu'il y a beaucoup de nuances maintenant dans la dictature. Et donc nous nous sommes dit, au lieu que ce soit un débat qui se mène sous le manteau entre quelques intellectuels ou quelques acteurs politiques sans que le peuple ne soit informé, il vaut mieux, comme à ses habitudes, porter ce débat au grand public pour que précisément on sache qu'il y a un débat comme ça en cours dans le pays. C'est un forum intellectuel, ce n'est pas un forum politique, donc ce n'est pas des décideurs politiques qui sont là. Vous avez des enseignants, c'est vrai qu'il y a des acteurs politiques, mais qui ne sont pas là pour parler au nom de leur parti, ni au nom d'un gouvernement, ni au nom du chef de l'État. Donc nous partons de l'idée que c'est un foisonnement d'idées. Nous menons des réflexions avec nos masses, avec les étudiants, avec les travailleurs, avec tout le monde, c'est notre rôle. À la fin de ce débat, on va faire une vulgarisation des principaux points de vue, des principales résolutions s'il y en a. Et de toute façon, c'est une habitude à l'Académie, il y aura une vulgarisation de tout ce qui sortira d'important de cette journée. Le 25 septembre 2015, les Nations Unies et les États membres adoptaient l'agenda 2030 et ses objectifs de développement durable. 10 ans après et à 5 ans de l'échéance, que retenir? Quel bilan du chemin parcouru et quelle action à mener en vue d'accélérer les objectifs? Le discours de la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies pour plus de détails. Au Bénin, les objectifs de développement durable ne sont pas de simples idéaux, ils sont une réalité vécue. Une décennie jalonnée de progrès notables, mais aussi de défis mondiaux inattendus. Selon le rapport mondial ODD 2024, ces 10 ans ont permis une réduction sensible des inégalités socio-économiques et de genre, une extension de la protection sociale, ainsi qu'un gain de 4 années d'espérance de vie à la naissance. Mais la pandémie de Covid-19 a durement freiné ces avancées, aggravant la pauvreté, l'insécurité alimentaire et les vulnérabilités sociales, y compris au Bénin. Pourtant, sous le leadership fort de son gouvernement et avec l'appui du système des Nations Unies et des partenaires, le pays a su faire preuve de résilience et maintenir sa trajectoire de développement durable. Ces 10 années, marquées à la fois par des acquis et par des épreuves, renforcent la conviction que les ODD sont plus que jamais une urgence collective
à l'horizon 2030. Les résultats atteints entre 2022 et 2024 témoignent d'un engagement collectif fort qui transforme la vie des populations et rapproche le pays de l'agenda 2030. Voici quelques jalons marquants de ce progrès collectif. Plus de 27 900 producteurs ont accédé à des technologies agricoles adaptées au climat et 18 800 les utilisent déjà pour renforcer leur résilience face aux aléas. 31 500 entreprises locales ont reçu un appui financier et technique et 64 solutions innovantes ont été déployées pour stimuler une croissance équitable. En 2024, 782 000 personnes ont eu accès à une énergie renouvelable dépassant les objectifs fixés. Plus de 40 000 jeunes, femmes et personnes en situation de handicap ont accédé à un emploi décent et 4 700 ont bénéficié d'une réinsertion socio-professionnelle. 8 500 hectares de forêts et de terres ont été restaurés et 26 systèmes d'alerte précoce ont été installés pour anticiper les crises climatiques et alimentaires. Plus de 128 000 personnes ont obtenu un accès à l'eau potable et à l'hygiène et 716 000 ont été soutenus en situation d'urgence. 263 000 adolescents ont bénéficié d'interventions contre le mariage précoce et 8 400 cas de violences sexuelles ont été pris en charge avec le soutien des Nations Unies. 100 000 filles ont reçu des transferts monétaires pour rester à l'école et 1,4 million d'enfants continuent de recevoir des repas scolaires chaque jour. 28 centres communaux et 27 e-services en ligne et la digitalisation de 7 ministères facilitent désormais un accès plus équitable et efficace aux services pour tous les citoyens. Utiliser une expertise nationale et internationale, coordonner l'action des partenaires pour maximiser l'impact, appuyer la planification, la production de données et le financement du développement. Et surtout, donner une voix aux plus vulnérables pour que femmes, jeunes et communautés rurales soient au cœur des transformations. Cependant, les défis restent considérables. Les inégalités persistent. L'accès aux services essentiels doit être renforcé et les financements pour le développement doivent être accrus. La réussite de l'agenda 2030 repose sur une responsabilité partagée. Un leadership fort du gouvernement, une mobilisation accrue des partenaires techniques et financiers, un engagement du secteur privé et une participation active de la société civile, des jeunes et des femmes. À 5 ans de 2030, nous n'avons pas le droit de ralentir. Nous devons accélérer. Le Bénin avance et avec lui, l'espoir d'un avenir durable pour toutes et tous. Continuons à bâtir ensemble un pays où chaque progrès compte, chaque voix est entendue et chaque vie est valorisée. Engageons-nous, innovons et agissons pour que les ODD deviennent le socle d'un avenir meilleur. Car en 2030, nous devons être fiers de dire « Oui, nous avons tenu notre promesse. Nous avons bâti un Bénin plus juste, plus inclusif et durable. » Démarré le 24 septembre dernier, le dialogue pour plus de coordination et de solidarité afin de renforcer l'espace civique au Bénin a pris fin le jeudi dernier, initié par la Maison de la Société Civile MDSC en partenariat avec le Plan international Bénin. Cette rencontre a connu la participation de plusieurs acteurs des OSC. Une équipe de la rédaction de Zaï TV a été témoin de la cérémonie de clôture. Voici le point. Pendant 2 jours du 24 au 25 septembre 2025, les acteurs de la société civile OSC ont été outillés dans le but de renforcer l'espace civique au Bénin à travers un dialogue pour plus de coordination et de solidarité. Une formation organisée par la Maison de la Société Civile. Ce qui nous tient en tant que société civile, ce qui nous entretient et nous maintient dans notre rôle, c'est notre contribution utile
à l'élaboration, à la mise en œuvre, au suivi, à l'évaluation, à la capitalisation et à la redevabilité au sujet des politiques, des stratégies, des programmes et projets de développement au seul profit de l'amélioration des conditions de vie de nos communautés à la base. Au cours de ce symposium, il était question de stratégie, d'analyse de recommandations et des approches de solutions. Une initiative appréciée par les participants. Je voudrais déjà féliciter tous les organisateurs de cette séance et leur demander de dupliquer cela. C'est une bonne chose parce que c'est une cause commune. Ce n'est pas la cause de quelqu'un. C'est une cause qui, dans le résultat, va donner un impact positif à notre population. Et nous travaillons tous pour le bien-être de cette population. Nous ne devons pas aller dans une relation conflictuelle. Nous devons aller ensemble, souder les coudes pour pouvoir atteindre le but. Soutenue par le plan international Bénin, l'organisation réitère son engagement à accompagner les OSC dans l'atteinte de leurs objectifs. Au nom de la représentante pays de plan international Bénin, nous voulons ici réaffirmer tout l'engagement de notre organisation à travailler, à soutenir la société civile béninoise afin qu'elle puisse jouer le rôle qui est le sien. Les OSC repartent ainsi de cette rencontre plus aguerris afin de mener à bien les dialogues avec les gouvernants. Renforcer l'espace civique au Bénin, un dialogue pour plus de coordination et de solidarité. C'est donc le thème de cette rencontre initiée par la Maison de la Société Civile en partenariat avec Plan International Bénin qui s'est ouverte mercredi 24 septembre à Cotonou. Suivons à nouveau le compte rendu. Pour promouvoir un espace civique dynamique et inclusif au Bénin, la Maison de la Société Civile, en collaboration avec Plan International, tient un dialogue à Cotonou du 24 au 25 septembre 2025 dans le but de renforcer la coordination et la solidarité entre les organisations de la société civile. Nous sommes conviés ce matin et pour quelques jours pour envisager comment nous pourrions rendre plus efficaces nos interactions, les interactions des OSC avec toutes les autres parties prenantes du développement au Bénin, notamment les autorités publiques, les PTF et les organisations internationales. J'espère vivement qu'au terme des 2 jours du dialogue, que nous puissions ouvrir de nouveaux chantiers de collaboration suffisamment fécondes. Grâce à l'appui financier de l'Agence suédoise pour le développement international, Plan Bénin travaille à réaffermir les capacités des OSC depuis quelques années. Ce séminaire cadre avec les objectifs de l'organisation. Le présent atelier se veut donc un moment stratégique pour favoriser la concertation, initier des alliances et co-mobiliser des financements en faveur donc de l'espace civique, et ceci toujours pour les droits des enfants et l'égalité des filles. Chers partenaires et chers invités, je voudrais donc vous inviter à faire de cet espace un creuset d'idées et de propositions et d'engagements concrets et que ces 2 jours soient une réussite. Je vous souhaite donc, ou je nous souhaite donc, des échanges fructueux pour des partenariats solides pour l'avenir de notre société civile. Cette rencontre va se dérouler en plusieurs sessions afin d'apporter des solutions et des recommandations aux défis et opportunités des OSC.
La première édition de la Semaine africaine de l'arbitrage de la justice et de l'information commerciale SAGIC se tient à Cotonou du 29 septembre au 3 octobre prochain sous la présidence effective du chef de l'État Patrice Talon. Les 5 jours de travaux de cette première édition comprennent plusieurs étapes. Plus de détails avec le directeur général de l'ERSUMA, Osiris Kofi Dogué. Les retombées de la SAGIC sont d'abord du point de vue de l'amélioration du dialogue des juges. Le président de la Cour suprême du Bénin, la présidente de la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA, le secrétaire permanent de l'OHADA, le président du Conseil des ministres de l'OHADA, le ministre de la Justice et la vingtaine de délégations des cours de cassation nationale et cours suprême des 17 États sont là pour pouvoir trouver les voies et moyens pour améliorer le dialogue des juges. La SAGIC contribue aussi à rapprocher les justiciables de la justice. Nous avons également une prestation de serment des juristes traducteurs interprètes de l'École régionale supérieure de la magistrature de l'OHADA qui se fera, prestation qui permettra de recourir de manière assermentée à leur service et donc tout cela constitue des plus-values pour l'environnement juridique du Bénin, mais des 17 États. Et enfin, nous avons les activités scientifiques dont j'ai déjà parlé, qui permettront aux acteurs de pouvoir renforcer leurs capacités. Et c'est grâce justement au soutien indéfectible des plus hautes autorités du Bénin, au premier chef desquels le président de la République, Patrice Athanase Guillaume Talon, que nous remercions à nouveau. Les activités de la SAGIC sont ouvertes à toute personne intéressée, que ce soit les professionnels du droit, c'est-à-dire les avocats, les notaires, les magistrats, les greffiers, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs, les experts comptables en tant que professionnels du chiffre, les comptables et autres, les enseignants d'université, les étudiants, mais également toute autre personne intéressée sont invités à se rapprocher du complexe judiciaire pour pouvoir participer gratuitement justement à l'atelier sur l'information commerciale, mais également pour ceux qui s'intéressent aux modes alternatifs de règlement des différends, un colloque se tiendra les 1er et 2 octobre au complexe judiciaire et ce colloque sera le lieu pour des experts de l'arbitrage, des experts de la médiation de discuter ensemble et de renforcer les capacités de ces professionnels du droit et du chiffre. Et donc nous les exhortons à sortir massivement pour venir découvrir ce que l'OHADA a prévu pour eux parce que cette semaine, c'est la semaine de l'OHADA au Bénin et le Bénin, Cotonou, est la capitale de l'OHADA pour une semaine. Le Bénin veut en finir avec les nouvelles infections au VIH chez les enfants. Et pour y arriver, le pays lance une campagne nationale d'accélération de la prise en charge pédiatrique du VIH. Une riposte forte pour la protection des plus vulnérables. Une initiative portée par le Programme national de lutte contre le sida appuyé de l'ONU-SIDA. Retour sur la cérémonie de lancement tenue dans la matinée du 25 septembre dernier. 37%. C'est le taux d'enfants dont le statut sérologique reste méconnu à ce jour au Bénin. À cela s'ajoutent ceux qui naissent encore avec le VIH, faute de dépistage précoce ou de traitement adapté. Pourtant, des solutions existent. Dans notre pays, seulement 63% des enfants ont connaissance de leur statut sérologique, ce qui est très faible par rapport à la population générale, où 89% des populations vivant avec le VIH au Bénin aujourd'hui connaissent leur statut sérologique. Également, en termes d'accès au traitement, on voit que le pourcentage est très faible chez les enfants. Également, la suppression de la charge virale. Nous ne pouvons pas continuer à accepter qu'en 2025, alors que nous disposons de traitements efficaces, sûrs, accessibles, des enfants meurent encore de ce qui peut être évité. Avec cette campagne contre les nouvelles infections au VIH chez les enfants au Bénin qui vient d'être lancée, l'objectif est clair, passer à 0 nouvelle infection pédiatrique d'ici les prochaines années. Cette campagne est donc bien plus qu'une opération technique. Elle représente un cri collectif d'engagement et de responsabilité pour que plus aucun enfant ne naisse avec le VIH et que tous ceux qui en sont atteints aient accès aux soins et aux traitements dont ils ont besoin. Mais au-delà de l'aspect médical, cette campagne se veut une mobilisation nationale.
Elle met en avant le rôle déterminant des femmes leaders à tous les niveaux, dont l'influence et l'action mobilisatrice sont une source d'inspiration pour notre pays tout entier. Pendant un mois, des messages seront véhiculés en français, mais aussi en langue locale sur des chaînes de télévision et de radio, de même que sur les réseaux sociaux. Des séances de sensibilisation dans les 12 départements du pays sont aussi prévues afin de ne laisser aucun enfant ni aucune mère de côté. La présidente du conseil de surveillance du sous-secteur pharmaceutique du Bénin, Dr Nathalie Migan-Diogo, a tenu un point de presse le jeudi dernier au Palais des Congrès de Cotonou, et ce sous la houlette de l'autorité de régulation du secteur de la santé. Elle a à l'occasion fait le point des efforts du gouvernement, dont la lutte contre les médicaments de qualité inférieure et falsifiés. Par la même occasion, elle a alerté sur les dangers des médicaments falsifiés contenant des substances toxiques. Voici un extrait de sa déclaration. La mission principale du conseil de surveillance est de réguler le sous-secteur pharmaceutique, notamment en orientant et en contrôlant l'activité technique des institutions qui opèrent dans le sous-secteur pharmaceutique, comme l'Agence béninoise du médicament et des autres produits de santé, et également la Société béninoise pour l'approvisionnement en produits de santé. Un des principaux objectifs du conseil de surveillance est de s'assurer que la population béninoise ait accès à des médicaments de qualité et à des prix accessibles. Dans le cadre de la lutte contre les faux médicaments, le conseil de surveillance du sous-secteur pharmaceutique joue un rôle stratégique en collaborant étroitement avec les principaux acteurs impliqués dans cette lutte: la police, la douane, la justice, l'agence du médicament. Ensemble, nous mettons en œuvre des actions concrètes qui contribuent activement à réduire le trafic des faux médicaments sur le territoire national. Car parmi ces faux médicaments, il y en a qui ne contiennent aucun principe actif, c'est-à-dire aucune molécule qui soigne, ou en contiennent trop peu pour être efficaces. La conséquence est que la maladie s'aggrave, allant parfois jusqu'au décès. Face à ces dangers, il est essentiel que la population s'approvisionne exclusivement auprès des pharmacies ou autres structures formellement autorisées, seules garantes de produits sûrs et de qualité. Le conseil de surveillance du sous-secteur pharmaceutique réaffirme son engagement à réguler le sous-secteur afin de contribuer activement à l'amélioration de l'accès à des médicaments de qualité, sûrs et à des prix abordables. Le 24 septembre 2025, il y a exactement un an, dans la nuit du 23 au 24 septembre 2024, l'homme d'affaires Olivier Bokor, celui qui longtemps était présenté comme un proche et allié influent du président Patrice Talon, et l'ancien ministre des Sports Oswald Omeki ont été arrêtés. Une surprise qui avait déclenché une onde de choc politique au Bénin. Les deux hommes ont ensuite été poursuivis par la Criette et condamnés en janvier 2025 à de lourdes peines. Revivez l'intégralité des faits dans cette affaire dans cet élément signé Usae TV. Le procès pour complot contre l'autorité de l'État a connu son épilogue ce jeudi 30 janvier 2025. Le procureur spécial a requis l'acquittement au profit de Hugues Adjibekou, comptable de Roch Nyeri, de Corneille Baguidi, gérant d'une société appartenant à Roch Nyeri, et de Ganiou Sanoussi, chauffeur de l'épouse de l'ex-ministre Oswald Omeki. Selon lui, les trois étaient des agents d'exécution. Ils ignoraient, selon le procureur, que les fonds et les actes de leur patron avaient pour objectif de faire un coup d'État. Le procureur a précisé que Hugues Adjibekou a été placé sous mandat de dépôt parce qu'il a essayé de fuir quand l'affaire a éclaté. Il est reproché à Oswald Omeki que même quand il était ministre, il n'a jamais fait de don au chef de la garde républicaine. Mais alors qu'il n'est plus aux affaires et au moment où il aurait besoin de ressources, il est devenu généreux envers le colonel Dieudonné Tevoidjre. Sa générosité a consisté en des cadeaux et s'est élargie également à la souscription d'une assurance prestige pour le commandant de la garde républicaine. Le but de la manœuvre est de montrer au commandant qu'il s'intéressait à lui. Cette générosité de la part d'un homme qui vient de perdre ses fonctions n'est pas neutre selon le ministère public. La précipitation avec laquelle le cadeau a été fait laisse entrevoir que c'est pour un but précis.
Selon le ministère public, la résolution de réaliser l'attentat ne s'est pas manifestée que dans les gestes de générosité, mais également des actes matériels, notamment le montant de 1,5 milliard retrouvé à son domicile, dans lesquels figurent les 250 millions retirés à Ecobank Togo pour le compte de Olivier Bokor. Oswald Omeki, dit le procureur, a justifié cet argent comme des économies et les retours de ses investissements. Le ministère public fait savoir que Oswald Omeki a varié ses dépositions au sujet de la destination de la somme d'argent retrouvée à son domicile. En premier, il a déclaré que c'était l'argent qui servira à l'investissement de ses activités dans plusieurs pays. Après, il a fait savoir que le montant était destiné à financer les activités de la dynamique OB26. Le ministère public révèle 3 comportements suspects de Oswald Omeki le jour de son arrestation. Il a décidé d'accueillir lui-même ses invités. Il a ouvert et fermé son portail en éloignant les agents de sécurité, puis a interdit à ses agents de renseigner le registre. Ces comportements inhabituels sont, pour le procureur, des précautions que Oswald Omeki a prises pour que des informations ne soient pas enregistrées sur les invités. Le procureur dit que Oswald Omeki a cherché à faire adhérer le commandant de la garde républicaine et lui a fourni des moyens. Il conclut donc que l'ancien ministre des Sports est coupable des faits qui lui sont reprochés. Concernant Olivier Bokor, le procureur se pose 3 questions. 3 questions qui, pour lui, montrent que Olivier est derrière ce coup d'État. Qui a intérêt, qui a les moyens de financer et qui a financé? Pour le procureur, c'est Olivier Bokor qui a intérêt que le coup d'État soit fait. C'est de sa candidature que Oswald Omeki a parlé pour quitter le gouvernement. C'est sa dynamique que Oswald Omeki dirigeait depuis son départ. Aussi, c'est Olivier Bokor qui a les moyens parce que Oswald Omeki n'a pas cette capacité. Sa déclaration de patrimoine annuel est de 110 millions de francs CFA. Selon le procureur, Oswald Omeki gagne 110 millions de francs CFA par an. Donc pour lui, il ne peut pas donner 50 millions de francs CFA au commandant de la garde républicaine. En plus, depuis les enquêtes, Olivier Bokor a dit que ses revenus annuels sont de 4 milliards de francs CFA. Donc c'est lui qui peut financer, selon Mario Meton. À l'interrogation de qui a financé, c'est Olivier Bokor, pense le chef du parquet spécial. Il apprend que la somme de 250 millions appartenant à Olivier Bokor et rapatriée du Togo en voiture a été remise à Oswald Omeki. Des retraits successifs, selon le procureur, ont été faits au nom de Olivier Bokor par le comptable de Roch Nyeri. Ces fonds ont été retracés dans le lot d'argent retrouvé au domicile de Oswald Omeki. Le procureur conclut que Olivier Bokor est le seul à même d'assurer le financement de la somme de 1,5 milliard de francs CFA. Le cas Roch Nyeri. Le procureur spécial a fait savoir à la Cour que Roch Nyeri est en fuite. Un mandat d'arrêt, la mise en accusation, la convocation à la tenue du procès ont été déposés à son dernier domicile connu. Le ministère public fait savoir que suite aux différentes diligences, la Cour peut juger Roch Nyeri en son absence. Pour le chef du parquet spécial, la fuite de Roch Nyeri trahit sa position. In fine, il est requis des peines de prison et des amendes. Olivier Bokor, Oswald Omeki et Roch Nyeri sont chacun condamnés à 20 ans de réclusion criminelle et à une amende de 4,5 milliards de francs CFA chacun. Aussi, ils sont condamnés les 3 à payer solidairement au profit de l'État la somme de 60 milliards de francs CFA. Il est confisqué au profit de l'État la somme de 1,5 milliard saisie au domicile de Oswald Omeki, ainsi que la voiture Prado, tout comme le montant de la police d'assurance au nom du colonel Dieudonné Dimon Tevoidre. Pendant 3 jours du 16 au 18 octobre 2025, Cotonou sera le point de rencontre incontournable du mobilier du design en Afrique où sont attendus plus de 30 designers, plus de 30 exposants venus d'Afrique et d'Europe, des designers de renom, des artisans passionnés et un public composé de professionnels et de curieux.
Il faut noter qu'en marge à la première édition du Salon africain du mobilier, les initiateurs étaient face à la presse le 23 septembre dernier à la salle polyvalente de la Chambre du commerce et de l'industrie du Bénin qui a servi de cadre aux échanges. Et plus de détails à travers ce reportage signé Bénin TV. Le Salon africain du mobilier, c'est 3 jours d'exposition, plus de 30 exposants et 5000 visiteurs attendus. Prévu pour se tenir du 16 au 18 octobre prochain, le SMOB se veut être un rendez-vous d'expression de la créativité, de l'innovation et du savoir-faire africain avec pour ambition la valorisation de l'industrie du mobilier africain. C'est un savoir-faire qui existe au Bénin. On a d'autres artistes qu'on a vus qui sont du Ghana, de la Côte d'Ivoire ou du Mali. Donc tous ces designers-là, tous ces artisans-là sont présents dans notre territoire. Et c'est ce savoir-faire-là que l'on doit valoriser. Cartographier les compétences, important. Accélérer l'innovation grâce à la technologie. Ce salon sera également un soutien à l'économie locale. Le SMOB s'inscrit donc pleinement dans la dynamique du programme d'action du gouvernement qui fait du tourisme, de la culture et des arts et des industries culturelles et créatives des leviers stratégiques de développement et d'attractivité pour le Bénin. Pendant 3 jours, artisans, designers, architectes, professionnels du Bénin et d'ailleurs vont se retrouver dans un véritable espace d'exposition. Une occasion pour mettre également en lumière les jeunes talents du secteur. Le challenge IDAC de cette année vise à vraiment promouvoir non seulement le SMOB, mais permettre aussi aux jeunes talents, designers, jeunes qui s'intéressent au mobilier, à tout ce qui est en rapport avec le design, de pouvoir s'exprimer et pouvoir vraiment montrer leurs talents. Au cas où ils seront retenus, ils ont vraiment une chance de pouvoir bénéficier de toute la visibilité des sponsors de l'événement et également voir leurs projets réalisés et financés par le SMOB. Le mobilier et le design ne sont pas seulement des secteurs créatifs. Ils représentent aussi une opportunité industrielle, commerciale et touristique. Au-delà du mobilier, une exposition d'art est aussi prévue pour révéler l'identité culturelle et la richesse des traditions africaines qui inspirent et nourrissent la créativité des designers contemporains. Jeudi 25 septembre, le ministre du Cadre de vie et des Transports en charge du développement durable, José Didier Tonato, a assisté du porte-parole du gouvernement Wilfried Léon-Gouedi, a tenu une conférence de presse consacrée à la réglementation de la circulation des camions lourds dans les villes du Grand Nokoué, notamment Abomey-Calavi, Cotonou, Ouidah, Semek-Bodi et Porto Novo. Le point dans cet élément signé SRTB. Dans les villes où les choses sont organisées, les camions poids lourds circulent sur ce qu'on appelle les voies primaires, sur ce qu'on appelle les voies secondaires, pas sur les voies de desserte. Ces camions amènent la marchandise jusqu'à des points de rupture de charge, comme on dit, et c'est avec des camionnettes plus légères, avec des véhicules plus légers, que le gouvernement a décidé de faire maintenant, en installant à la périphérie du Grand Nokoué le pôle logistique. C'est pourquoi, à côté du marché de Gao, il se construit un pôle logistique qui va abriter à la fois des entrepôts publics appartenant au gouvernement, à l'État et au port autonome de Cotonou, mais offrant également la possibilité à des privés qui veulent développer l'activité d'entreposage de pouvoir obtenir la possibilité de construire et de gérer des entrepôts. L'objectif principal est de protéger les infrastructures que nous faisons à grands frais, de les rendre résilientes et de permettre qu'elles durent le plus longtemps possible. Donc c'est à la fois protéger nos infrastructures, protéger les citoyens qui circulent à l'extérieur. Et les camionneurs savent, ils ont 3 mois par ailleurs pour se préparer et s'habituer au respect de cet itinéraire. Il y a un communiqué qui va passer régulièrement. S'il y a des structures faîtières de transporteurs, les responsables du ministère du Cadre de vie et des Transports
les rencontrerons pour leur expliquer et que les sanctions subséquentes soient appliquées aux contrevenants le cas échéant. Autre information, le député français Olivier Serva est devenu citoyen béninois. L'élu de Guadeloupe dit avoir acquis la nationalité pour rappeler l'histoire de l'esclavage et répondre aux discours racistes en France. Ce geste de Serva s'inscrit dans une dynamique plus large initiée par le président de la République du Bénin, Patrice Talon, et favorisée par l'adoption de la loi sur les afro-descendants. Une délégation du personnel de l'ESAE s'est rendue au domicile du directeur des études Athanase Toudonou, dont l'épouse est passée de vie à Trépas le 12 septembre dernier. C'était le lundi 22 septembre que la délégation, conduite par le fondateur de l'université ESAE, Adéchian Clément, a présenté ses condoléances à la famille éplorée. Des précisions dans cet élément. C'est dans cette ambiance que le personnel de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE, a présenté ses condoléances au directeur en charge des études, Athanase Toudonou, après le décès de son épouse, Eugénie Beyrenou, survenu le 12 septembre dernier des suites d'une longue maladie. Une délégation conduite par le fondateur de l'université ESAE, Clément Adéoti Adéchian, qui réaffirme son soutien au DE. Vous donnez à l'institution Coréam, c'est votre famille, deuxième famille, en dehors de votre maison, vous êtes dedans. Et quand pareil événement malheureux arrive, on est obligé de faire ce qu'on doit faire d'abord, venir présenter des condoléances à la mémoire de votre chère et tendre épouse qui vient de vous quitter. Et à ce titre qu'en conduisant cette délégation, il vient transmettre officiellement les condoléances et plus attristés du groupe ESAE, et pour vous dire que nous sommes ensemble avec vous et dans cet événement, nous sommes de cœur avec vous, nous partageons vos douleurs, nous partageons vos peines et nous allons traverser ce moment ensemble, comme on le fait dans une famille organisée et unie. À la suite du fondé, je présente nos condoléances les plus attristées au DE qui se donne corps et âme pour ESAE. Et donc, à ce moment malheureux, il est de bon ton qu'une délégation assez forte arrive et présente et le soutenir dans ces moments difficiles. Nous sommes venus vous présenter nos vives condoléances et vous soutenir et vous dire que nous sommes toujours à vos côtés. On est venu, comme l'exige la tradition, vous présenter nos vives condoléances et comme l'a dit le fondé, vous rappeler, parce que c'est de facto que nous sommes derrière vous et nous allons vous accompagner et nous soutenir pour que vous ne vous sentiez pas isolé tout au long de cette épreuve. Un moment empreint d'émotion au cours duquel le mari de la défunte a exprimé sa gratitude envers la délégation. Je remercie vraiment le fondé. Et à travers le fondé, chacun d'entre vous, ici présents, ceux qui ne sont pas arrivés, je les remercie tous pour ce soutien. Je reprends d'aplomb pour aller plus loin. C'est également l'occasion pour le directeur des études de narrer les circonstances du décès de son épouse et de présenter le programme funéraire. L'événement s'est produit, ça fait 10 jours, 11 jours au CNHU. C'était la dernière fois qu'elle devait aller là-bas. Voilà. Elle a été, comme l'a dit le fondé, malade très longtemps. Évidemment, quand ça ne finit pas, c'est ce qui termine tout. L'enterrement se fera
le 25 octobre à Calavi, à Diagbo. Et nous ferons la messe d'enterrement à Trinité, à Votrou, ici. Donc il y aura deux veillées de prière, dont la dernière sera ici, le vendredi, où le corps sera là. Ainsi se présente le programme des obsèques de Eugénie Baïrenou. La délégation prend rendez-vous le 25 octobre pour la messe d'enterrement. On parle sport, plus précisément des résultats des matchs de la première journée championnat Celtis Ligue 1 saison 2025-2026. Dadia FC contre Coton FC, reporté à une date ultérieure. Le match a été reporté. JSP contre USS Kraké, 2-1. Asfo contre Audio, 0 but partout. Bani Gossé contre Drago FC, 0-1. Aima FC contre AS Sobemap, 0 but partout. Espoir Savalou contre Aspac, 0-1. Dynamo d'Abomey, Buffle FC, 0 but partout. Loto Popo contre Damissa FC, 0 but partout. Cavalier FC, AS Cotonou, match nul, 0 but partout. Actualité hors de nos frontières, à présent en Zambie, une cinquantaine de fermiers affectés par un déversement massif de déchets toxiques miniers en février dernier dans le nord du pays ont assigné en justice l'entreprise chinoise Sinometal Lich qui les stockait. Il y a moins de 2 semaines, 176 habitants de la zone avaient déjà déposé, il faut le préciser, une plainte devant un tribunal zambien contre cette même firme. Selon les premiers éléments, les déversements sont 20 fois plus supérieurs aux annonces de l'entreprise. Autre information de nos frontières, le Danemark va interdire tous les vols de drones civils la semaine prochaine sur son territoire pour assurer la sécurité sur son sommet, la sécurité du sommet européen qui va réunir les chefs de gouvernement à Copenhague, a annoncé ce dimanche 28 septembre le ministère des Transports. Mesdames, Messieurs, sur cette information qu'on fait cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à toutes et à tous et bonne semaine.